Les attaques sont prêtes. Les Canadiens, les Québécois méritent mieux. Un programme qui est entre du réchauffé et de l'improvisé. Les chefs se sont bien échauffés. Ils font des grandes promesses, mais ils ne livrent pas la marchandise. Nous sommes responsables, nous avons un plan concret. Place au premier face-à-face. Va-t-il changer l'allure de la campagne? L'interminable attente. C'est vraiment un drame familial. Pas des choses qui sont faciles. Où est le petit Jake Côté? On souhaite juste un dénouement heureux. Lui et son père, toujours introuvables. Faut être attentif. Inondation mortelle à New York. Oh my God! Plus de 170 mm d'eau en moins de 5 heures et même des tornades. It was pretty quick. Everything was decimated. Ida n'avait pas dit son dernier mot. Bonjour, ici Mathieu Bellumeur. Bienvenue au Radio Journal. C'est que des chicanes comme ça, les gens sont tannés, les gens veulent plus revenir. Alors, c'est peut-être un aperçu de ce qui nous attend ce soir. Ce que vous entendiez, c'était en 2019, lors du dernier débat face-à-face sur les ondes du réseau TVA. Les mêmes chefs remettent ça ce soir, mais c'est Erin O'Toole qui sera dans la chaise des conservateurs au lieu d'Andrew Scheer. Le débat animé par Pierre Bruno portera sur 3 grands thèmes, la pandémie, la reprise économique et le Canada de demain. J'en discute avec notre analyste politique à Ottawa, Christian Noël. Donc, Christian, c'est un débat en français qui se passe au Québec, mais ça peut avoir un impact sur l'ensemble des électeurs. Parce que souvent, la performance d'un chef en français se répercute dans la couverture en anglais, donc ça peut entraîner un mouvement pas seulement au Québec, mais ailleurs aussi, surtout qu'il reste encore beaucoup d'indécis. Ce soir, les libéraux veulent montrer que Justin Trudeau a encore du cœur au ventre après 6 ans au pouvoir et le présenter comme un défenseur notamment de l'environnement et de la vaccination obligatoire. Les conservateurs, eux, pensent qu'Erin O'Toole, même s'il est à son premier débat, il aura l'occasion aujourd'hui peut-être de confirmer sa montée dans les intentions de vote ou ça pourrait avoir l'effet de l'arrêter net, parce qu'ils se souviennent d'Andrew Scheer en 2019. Le Bloc québécois, lui, voit l'opportunité de redresser sa campagne, même si Yves-François Blanchet a le sens de la formule, il devra surveiller son caractère bouillant. Et le NPD espère que Jagmeet Singh aura une deuxième occasion de faire une première impression au Québec. Et tous les partis se présentent à ce débat avec un programme électoral en main. D'ailleurs, Justin Trudeau dévoilait le sien hier. Oui, avec un programme avec 3 fois plus de dépenses que de nouveaux revenus et pas de retour prévu à l'équilibre budgétaire, avec une majorité des dépenses qui vont au programme national de garderie, aider les gens à acheter des maisons ou un logement abordable et beaucoup de transferts aux provinces avec conditions. C'est un document de relance, mais c'est aussi un document politique pour se distinguer de ses adversaires, conservateurs sur l'environnement, l'avortement, les armes à feu, se distinguer du NPD, notamment sur la taxation des riches, et du Bloc québécois sur l'aide aux aînés. Donc, il faudra voir comment tout ça, comment Justin Trudeau se sert de tout ça, de ces enjeux au débat de ce soir. Merci beaucoup, Christian. Je vous en prie. Au revoir. Et ce soir, il y aura sans doute bien des parents à l'écoute avec une oreille attentive pour les promesses électorales en matière de garderie. Libéraux et néo-démocrates proposent la mise en place d'un programme universel alors que les conservateurs offriraient rapidement un crédit d'impôt sur les frais de garde. Chose certaine, les familles espèrent des changements concrets. Juliane Lamoureux a préparé ce qui suit. La petite Joséphine n'ira pas à la garderie de sitôt. Ce sont ses grands-mères qui se relaieront pour en prendre soin en raison des prix exorbitants des services de garde dans le Grand Toronto. Son père, Nicolas Rolland, se considère chanceux d'avoir cette option. On a hâte que ça devienne résolu parce que on sait que c'est possible. Mais la question, c'est le vouloir politique. Partout au pays, les places en garderie manquent ou sont très dispendieuses. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine. Et ça fait 25 ans qu'on en parle. Martine Saint-Onge, de l'Association francophone à l'éducation des services à l'enfance de l'Ontario, espère que cette campagne sera la bonne. Elle milite pour un programme universel. Les libéraux et le NPD proposent tous deux un tel système. C'est pas une situation financière rose présentement. Le directeur de la recherche à l'Institut CDAO, Alexandre Lorrain, préconise en ce moment le système de crédit d'impôt ou d'aide directe aux parents proposé par le Parti conservateur. Parce qu'il serait implanté plus rapidement, il coûterait moins cher et aiderait en priorité les moins nantis. Je savais que ça allait être difficile, mais je savais pas comme... Simon Landry, lui, vient de trouver une place à 90 $ par jour à Toronto pour son fils. Le 20 septembre, au moment de voter, plus que jamais, cet enjeu des garderies pèsera dans la balance. Ici Juliane Lamoureux, Radio-Canada, Toronto.
C'était hier en fin de journée dans les rues de Vancouver. Des milliers de personnes ont manifesté contre la mise en place d'un passeport vaccinal en Colombie-Britannique. Ils ont aussi dénoncé toutes les mesures sanitaires adoptées par les autorités. Des manifestations, oui, se sont aussi déroulées à Kelowna, Kamloops et Victoria. À compter du 13 septembre, comme au Québec et bientôt en Ontario, la Colombie-Britannique imposera un passeport vaccinal pour avoir droit à des services jugés non essentiels. Hi there, everyone. Joining you from the Premier's office here in Calgary to take your questions in one of our Facebook Live sessions. C'est celui que vous venez d'entendre, c'est Jason Kenney, le premier ministre de l'Alberta. Il est sorti de son mutisme hier soir après 22 jours d'absence. Il a répondu aux questions du public, dont plusieurs concernaient sa gestion de la pandémie. Ça s'est fait lors d'une diffusion en direct sur sa page Facebook. Il a justifié son absence des dernières semaines par son besoin de prendre des vacances. Tout au long de la diffusion web, le premier ministre conservateur a insisté à plusieurs reprises sur l'importance de la vaccination. L'Alberta a enregistré hier 1315 nouveaux cas de COVID-19. Les recherches se poursuivent, mais se compliquent aussi. L'alerte Amber pour retrouver le petit Jake Côté a été élargie des alentours de Saint-Paul, près de Matane. Elle s'étend maintenant à tout le Québec et même au nord du Nouveau-Brunswick. Michael Perron-Langlais suit cette affaire. Alors, Michael, malgré tous les effectifs déployés pour les retrouver, on est toujours sans nouvelles de l'enfant et de son père ce matin. Et ce, plus de 24 heures après le déclenchement de l'alerte Amber. Les recherches se poursuivent et plus le temps avance, plus les policiers doivent considérer l'hypothèse que David et Jake Côté se soient éloignés de Saint-Paul. C'est notamment pour cette raison que l'alerte Amber a été élargie hier. Les équipes de la Sûreté du Québec ont travaillé toute la nuit pour tenter de retrouver l'enfant. Il y a un hélicoptère qui survolait le secteur de Saint-Paul ce matin. Et puis ça se poursuit à ce sujet. Voici le sergent Claude Doiron, porte-parole de la Sûreté du Québec pour la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Nos policiers ont travaillé toute la nuit sur le terrain à la recherche de Jake Côté et de son père David Côté. D'heure en heure, les policiers sur le terrain réévaluent la situation et là, on regarde si on a besoin d'équipements supplémentaires, par exemple. Et ça se fait là, dans le cadre du travail des policiers sur le terrain. Là. Sinon, pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment de développement. Les policiers croient que Jake et David Côté pourraient se déplacer à pied ou à bord d'un véhicule. On demande à quiconque apercevrait quelque chose de ne pas intervenir, mais de communiquer rapidement avec les services d'urgence en composant le 911. C'est bien entendu. Merci, Michael. Au revoir. Aux États-Unis. Le moins que l'on peut se dire, c'est qu'Idan n'avait pas dit son dernier mot. L'ouragan devenu dépression post-tropicale a provoqué des inondations, des tornades et causé encore plusieurs morts en traversant New York, le New Jersey et la Pennsylvanie et le Maryland. Ida se dirige maintenant vers la Nouvelle-Angleterre. Résumé de Karine Matteux. Des images montrent le métro de New York inondé. Les crues soudaines ont paralysé le réseau de transport. Et aussi les rues de la ville. Et de celle de Yonkers, à une trentaine de kilomètres, où des dizaines d'automobilistes sont restés coincés dans leur voiture. Un homme témoin de la scène filme des gens crier et demander de l'aide. 8 personnes sont mortes pendant la nuit, 7 à New York, dont un enfant de 2 ans trouvé inconscient dans son appartement en raison des inondations et un homme au New Jersey qui n'a pu sortir de son véhicule englouti par l'eau. Ida a aussi causé des tornades au New Jersey, en Pennsylvanie et au Maryland. Dans une vidéo, cette résidente montre des arbres tombés, des routes obstruées, les dégâts laissés par la tornade à Annapolis, au Maryland. Ida se dirige maintenant vers la Nouvelle-Angleterre. Ici Karine Matteux, Radio-Canada, Montréal. Le Québec est à l'honneur au Festival international du film de Venise. Le film qui retient aujourd'hui l'attention à la Mostra, c'est Le pouvoir du chien, un long métrage coproduit par le Québécois Roger Frappier. Il s'agit de l'adaptation du roman éponyme de l'écrivain américain Thomas Savage, paru en 1967. Pour Roger Frappier, ce film est la concrétisation d'un rêve. C'est un très grand roman, méconnu, mais un très grand roman que j'ai trouvé par hasard dans ma chambre d'hôtel à Paris par une nuit d'insomnie, avec lequel je suis complètement tombé en amour. Ça m'a pris 1 année et demie pour acquérir les droits, mais je savais que c'était moi qui étais pour faire ce film-là. C'est demain que le cinéaste québécois Denis Villeneuve doit présenter à la Mostra en grande première mondiale Dune, son dernier film. En terminant, le compositeur grec Mikis Theodorakis est mort à Athènes. Il avait 96 ans. Il est devenu célèbre en composant la musique du film Zobra, le grec, sorti en 1964. C'est sur ces notes de musique que se conclut le Radio Journal. Ici Mathieu Bellumeur au nom de toute l'équipe. Merci d'être à l'écoute. Je vous souhaite une bonne journée.